Bonsoir à la communauté de Co-Critique. Très content de vous revoir. On se lance ce soir dans la deuxième saison de notre campagne des Duchés d'Aubelier. On va replonger avec un personnage qui était malheureusement décédé, mais qu'on a décidé de ramener d'entre les morts pour plusieurs raisons, dont surtout le fait qu'on l'aime beaucoup. Alors on se permet cette disgrâce du monde du jeu de rôle pour se plonger dans la grâce de Prétécée 14 ce soir. Pour se remettre en contexte, elle avait été malheureusement froidement battue à mort par le culte de la flamme, de la vérité, au ranch Duval. Laissée pour compte, elle avait été ensuite récupérée par sa compagnon de voyage, Constance, qui l'a enterrée rapidement, sachant qu'elle était malheureusement observée et épiée. Ceci étant, quelque chose ou quelqu'un l'a déterrée et l'a rapatriée dans une mystérieuse tour dans laquelle on va se rendre, nous, ensemble, ce soir. Sachez que Prétécée va poursuivre son aventure de l'autre côté du royaume, donc ne retournera pas rejoindre le reste de notre quatuor. Ceci étant, d'abord, commençons par elle, à l'Observatoire. Bon épisode et bonne saison. Pour reprendre notre partie ce soir, et l'aventure, pas directement là où on l'a laissé, je vais t'inviter à imaginer, ou plutôt replonger dans un souvenir de quelque chose que tu as déjà imaginé dans nos parties préparatoires ensemble pour donner vie à ce personnage de Prétécée 14. Je vais t'inviter à imaginer une drôle de créature métallique, Prétécée, telle qu'on la connaît, revêtue de ses vêtements de bonne, assise dans une cour intérieure, alors que le soleil pointe, probablement midi. À l'intérieur de la cour, le soleil réchauffe, les murs froids, humides, et donne vie aux fleurs, à ce grand arbre au centre. Tu es seul. Le vent s'engouffre à travers les couloirs, les fenêtres, et finit par venir peut-être caresser ton visage, une nouvelle sensation que tu découvres. Alors que, comme tu te souviens, le moment que je décris est ta première naissance, ou à tout le moins celle dont tu te souviens, alors que tu as ouvert, ou plus mécaniquement rouvert, mais à ton sens ouvert les yeux pour la première fois. J'aimerais que tu me décrives un peu comment se sent Prétécée à ce moment-là. Hmm, je dirais peut-être à l'image d'un vase qui est vide et qui se remplit très rapidement parce que en fait tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent, ce sont toutes des sensations nouvelles pour elle. Fait que pendant une seconde, fraction d'une seconde, rien et après tout. Fait que j'imagine de par sa grande curiosité qu'elle tu sais, elle observe partout, mais en même temps, elle découvre aussi la façon de se mouvoir, qui n'est pas nécessairement super fluide au début. Fait que dans cet empressement de vouloir tout voir, tout sentir, il y a peut-être aussi de la grande maladresse de se mouvoir et de vouloir tout regarder. Fait que je dirais que c'est le tout et le rien là, mélangé à la fois dans cet être qui veut absolument tout absorber ce qui l'entoure. Magnifique. Alors que le vase, justement, déborde, là, puis que ça commence peut-être même à devenir vertigineux, il y a des apprentissages qui se connectent à une certaine forme de souvenir. Tu as une mémoire, même si tu ne te souviens pas de où tu étais avant et que tout est nouveau, tu sais qu'avant tu savais autre chose. Un peu comme cette sensation étrange qu'on a lorsqu'on se réveille d'un rêve où on n'était pas complètement nous-mêmes et qu'on reprend conscience que, ben oui, on est juste chez soi, pas dans un grand palais ou peu importe ce de quoi vous rêvez. Tu reprends conscience que, ben oui, tu es toi, mais qui es-tu, c'est la deuxième Hmm. partie de la mémoire à laquelle tu n'as pas accès. À la différence, peut-être, de lorsque l'on a imaginé et rêvé cette scène ensemble pour la première fois pour définir qui tu étais. Et peut-être même que Prétécée s'en rend compte. C'est différent. C'est pas exactement ça. Tu n'es pas directement là. Prétécée rêve. Tu rêves à cette cour intérieure. Et tu le sais parce que tu te souviens exactement de ce qui se produit habituellement. Au moment où tu prends un réveil, il y a une servante qui arrive dans un couloir et qui te voit te mouvoir, brise la tasse au sol, crie, plein de gens se rendent vers toi, tu rencontres ton maître que tu vas servir pour les prochains mois, la prochaine année, et ainsi de suite. Mais non, c'est pas ça qui se produit. Il n'y a pas de servante. Il y a un gros chien blanc un peu sale, jauni, le poil très très long, la langue pendue, la queue battante, qui arrive en dandinant dans la cour intérieure, qui se rend devant toi,
qui s'assoit et qui te regarde. Qu'est-ce que tu fais, Prétesse? Je pense qu'avec aucune retenue, je tends ma main et je vois comment il réagit avant de me mettre à le flatter si jamais il ne semble pas être repoussé par moi ou vouloir me repousser. Au moment où tu tends ta main dans sa direction, il se relève, se recule, juste hors de ta portée. Il t'observe. Il t'apprivoise. OK. Je vais me lever aussi Parfait. en pensant peut-être qu'il veut me montrer quelque chose, me diriger quelque part. Je me rapproche. Parfait. Alors que tu te rapproches, cette ambiance si paisible et confortable change un peu. Et si réellement tu as cette sensation de vertige de tes premiers apprentissages, peut-être est-ce là une nouvelle émotion, la peur. Parce que le chien tout de suite se lève, se recule et grogne un peu. Et court dans ta direction et va essayer de te mordre l'avant-bras. Il va faire un jeu d'attaque. Tu n'as pas d'armure. Donc ta dextérité sans armure est à 12, je crois. Ouais. Excusez-moi, je vais tasser cette énorme tour à dés. Ça va être 17 pour toucher. Il me mord. Excellent. On n'aura pas besoin de rouler nécessairement les dégâts. Puisque la douleur sera véritable, mais elle va t'extirper de cette rêvasserie. Une douleur à ton avant-bras, là où les crocs du chien se seraient logés dans ta peau de métal et l'intérieur de ton corps qui était encore inconnu. Tu as un élancement, une piqûre, quelque chose qui, oui, te transperce ta peau de métal. Et cette vision que tu avais autour de toi disparaît dans un clignement de tes paupières métalliques également. Et lorsque tu rouvres les yeux, tous tes sens sont maintenant attaqués par cette pièce humide, renfermée, quelques petites extrémités qui débouchent dans des couloirs. L'air est vicié, il fait chaud. Tu prends conscience qu'il y a une forge qui brûle et il y a 2 personnes qui sont penchées au-dessus de toi. L'une plus petite, avec une barbe colorée teinte bleue, de grandes lunettes ajustées sur ses yeux et des objets métalliques dans les bras, dans les mains, et il est en train de réparer ton bras. Et c'est cette douleur-là que tu as ressentie. Et il y a une petite étincelle alors qu'il finit ce qui pourrait être maintenant reconnu comme une soudure, ajuste quelques pièces, serre, pèse, et tu as cette même sensation de serre et de croc qui se referme sur ton bras. L'autre personnage que tu aperçois du coin de l'œil, lui aussi penché sur toi, observe le travail de l'autre. Les mains jointes, une grande robe mauve, de grandes manches qui pendent, le crâne dégarni, rasé, aucun poil sur la tête, des tatouages symbolisant des prophéties. Un membre de la confrérie de l'Observatoire. Tu en déduis où tu es, probablement, ou par qui tu as été amené jusqu'ici. Comment tu te sens par rapport à ça, Prétessin? Donc, à la base, ça veut dire que je me souviens d'avoir vu cet homme-là et de reconnaître son accoutrement et tout ça. Tout à fait. Le dernier souvenir que tu as, c'est cette masse puissante qui renfonce ton visage, alors que tu perds contact avec la réalité dans le range du Val sous la pluie. Mais dans cette soirée-là, tu te souviens l'avoir vu, lui, ce frère de l'Observatoire, juste là, à côté. Puis, pour ma mémoire de joueuse, c'était le même qu'il y avait sur le bateau, non? Tout à Est-ce fait. que c'était le même frère? Ouais, OK, parfait. OK, ben je crois que déjà, tu sais, le premier enregistrement que j'ai de la pièce, c'est que c'est humide, que j'ai l'air un peu enfermée. Fait que nécessairement me revient rapidement les jours que j'ai passés en prison, donc probablement de la panique, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, ben, il y a des gens, puis possiblement une sortie. Je vois des couloirs, là, tu m'as dit. Alors que tu essaies de lever ta tête, tu te rends compte que tu es en quelque sorte paralysé. Ton corps ne répond pas aussi bien que tu le voudrais. Et tu prends conscience que ta vue aussi n'est pas aussi bien adaptée. Tu n'as pas été entièrement réparé au stade où tu es. Est-ce que tu essaies quand même de rompre cette inertie et de te mouvoir? Ouais, je crois que je suis en train de me relever, tu sais, m'asseoir sur la table sur laquelle je suis. Parfait. Ce que je vais te proposer de faire, c'est un jet de force
pour comme te sortir de cet immobilisme, mais aussi un jet de constitution. Si tu réussis ton jet de force, tu vas être capable de bouger. Si tu échoues ton jet de OK. constitution, tu vas perdre conscience. OK. Donc, le jet de force, la marque a atteint les 16. J'ai eu 14. 14. T'essayes de te mouvoir, de bouger. Tu es trop lourde pour toi-même. Je vais t'inviter à faire ton jet de constitution. Oh, ben là, j'ai eu 5. 5. Alors que tu essayes de te relever puis de bouger par panique, voulant fuir, tu réalises que le frère de l'observatoire fait juste se retourner dans ta direction et voit que tu te bouges, que tu te mouvoies et t'essayes d'utiliser toute ta force pour fuir en le voyant. Et c'est trop. Tu tombes. Et t'es de retour dans cette espèce de cour intérieure. Le chien n'est plus là. L'arbre n'a plus de fleurs, ni de feuilles. Le sol est soufflé, les murs sont grimpés de lierre. La place semble être abandonnée. Que fais-tu? Je tente d'entrer à l'intérieur de l'endroit, juste pour voir s'il y a des gens à l'intérieur. Parfait. Tu te lèves, tu peux te déplacer très aisément. Tu rentres à l'intérieur de ce manoir dont tu as encore les souvenirs. Mhm. Tu te souviens avoir travaillé là. Il n'y a plus personne. Là où il y avait des cadres sur les murs, on voit clairement la démarcation sur la tapisserie. Plus aucune fleur dans les vases, plus rien dans quelques meubles restants. Mais tu entends deux personnes se parler. Tu tournes et tu vois dans ce qui était le grand salon, le grand boudoir avec ses fauteuils de cuir, une table et deux personnes au-dessus de quelqu'un ou quelque chose qui discutent. Et tu reconnais ce gnome à la barbe colorée et le grand frère de l'observatoire. Et tu te vois sur la table près tes seins. Est-ce que tu avances et tu t'observes? Euh, Est-ce que j'ai l'impression qu'eux, ils me voient? Pour l'instant, tu sembles être dissimulé, mais pour le savoir, il faudrait te risquer. Puis de où je suis, est-ce que je les entends? Tu entends quelques murmures. Si tu vas être capable d'attraper leur conversation, c'est quand même un jeu de rôle, tu vas devoir te risquer. Je vais me risquer d'avancer pour les entendre, mais pas nécessairement pour bien me voir, parce que j'ai l'impression que ça va être un peu perturbant de me voir. Très bien. Alors, dans ce cas-ci, la marque à atteindre est plus basse. Ça va être un 12. Et je vais t'inviter à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Mhm. Oh, j'ai eu 18. 18, parfait. Tu es capable de te déplacer. Tu connais la pièce, tu connais la disposition des meubles. Et ton but était toujours de ne pas être vu, alors que tu apportais boisson sur boisson sur boisson sur bouteille dans cette salle. Et tu captes leur conversation. Je ne t'infligerai pas d'entendre deux PNJ se parler pendant des heures et des heures, mais je vais quand même alterner un peu entre leurs propos directs et ce qu'ils racontent. La personne qui semble bavarder le plus, évidemment, c'est le gnome. L'autre confrère ne parle pas beaucoup, très très peu, et dans un parler cassé, difficile, un peu comme quelqu'un qui ne s'entend pas, un sourd peut-être, des fois qui ont peut-être plus de difficultés d'élocution, n'est pas habitué de parler. Alors elle répond avec des phrases très courtes, avec quelques questions des gnomes. Et surtout, tu remarques dans leur conversation que le gnome mansplain un peu, le frère de l'observatoire. Il explique des choses que l'autre sait probablement. Et il explique des choses à propos de toi. Tu n'as jamais entendu de choses à propos de toi, prêter ça. Mhm. Il ne nous restait pas beaucoup de pièces pour pouvoir la réparer. Heureusement, vous avez bien fait de venir ici directement. Je m'apprêtais à faire des réparations de routine sur d'autres de ses frères et sœurs. J'aurais pu gaspiller ces pièces lâchement. Heureusement, l'étincelle à l'intérieur était toujours allumée. Ces sauvages ne l'ont pas brisée au point qu'elle soit irréparable. Nous avons pu sauver sa mémoire. C'est une chose très importante, n'est-ce pas? Oui, très important. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais... Puis arrête de travailler sur toi. Et tu ressens, alors que tu regardes dans ton propre avant-bras, une espèce de chatouillement qui disparaît. Tu es quand même encore connecté physiquement à ce que tu vois devant toi. Il s'arrête. Il regarde. Ce n'est pas étrange qu'elle n'ait jamais été retracée. Oui, nous ne les avons pas tous rattrapés. Mais le gnome lève les sourcils. Ah, Puis continue à travailler.
il continue à te réparer. Et la conversation devient un peu moins pertinente à ton propos. Des conversations d'usage. Est-ce que tu veux utiliser un jet d'investigation là ou faire autre chose autour? Non, je pense que j'utiliserais un jet d'investigation. Puis spécifiquement, j'aimerais ça voir si. Est-ce qu'on a l'air d'être dans genre un atelier un peu? Actuellement, Là, la on est dans le pièce dans la... salon, mais Exact. je veux dire. Mais tu Mais vois juste la table. Mais quand tu as pris conscience, oui, au début, quand tu t'es réveillé, tu étais dans une espèce d'atelier avec la forge qui crépitait, les outils partout autour. Clairement, tu étais dans un OK. truc pour réparer des gens comme toi. OK. Ben, je pense que j'essaierai un peu de foutre la merde. Puis j'essaierai de voir s'ils me voient. Je veux voir si je peux les surprendre en apparaissant debout là ou si vraiment je suis juste en train d'assister à une scène où je suis pas là, tu sais. Parfait. Alors que tu t'approches, Et je je vais... m'approcherai du frère de l'observatoire. En fait, j'aimerais ça essayer d'y toucher. Oh, très bien. Je vais t'inviter à faire un jet de furtivité dans ce cas-là. OK. Là, on s'entend, j'ai pas mon armure encore, hein, fait que j'ai pas Non, des non, non, exact, avantages. exact, OK. exact. Oh là, c'est moins bon que tout à l'heure. J'ai eu 8. 8. Parfait. Tu te rapproches sur la pointe des pieds, dans ce que tu crois être en catimini. Euh, silencieuse comme un chat. Mais en effet, tu fais pas beaucoup de bruit quand tu marches, ce qui te permet d'entendre une partie de conversation assez intéressante. Alors que le gnome apprend peut-être quelque chose, oui, au frère de l'observatoire. Ce n'est pas nous qui les avons construits, mais j'ai fini par apprendre à bien les connaître. Et une chose que je trouve particulièrement bonne dans la situation en dépit de l'état de sa carcasse, c'est que le lien n'a pas été rompu non plus. Elle semble avoir été traficotée de sorte que la mémoire n'est pas entièrement accessible. Elle est bloquée, un peu comme si on essayait de tamiser du sable. Certains souvenirs sont retenus, d'autres transformés, laissés passer. Je ne voudrais pas être dans sa tête. Elle aurait de la difficulté à interpréter tout ce qu'elle verrait en ce moment. Je peux tenter de la réparer, mais cela prendra plusieurs jours, voire des semaines, et nécessitera de nombreux matériaux. Puis il y a un petit silence. Le frère fait juste regarder le gnome. Je pourrais tout vous donner, mais nous n'aurons pas ce temps. Puis il se retourne directement vers toi, qui avance derrière lui. Puis il a pris conscience que tu es là. Puis l'ambiance se change du tout au tout. Parce que sur la table, tu te mets un petit peu à convulser. Puis tu t'agites parce que lui tend la main vers toi et il te touche. Et tu ressens son étreinte, comme à la hauteur de ta gorge, comme s'il essayait de te retenir sur la table. Puis le gnome se lève les bras, lâche ses outils. Ne faites pas ça, vous allez perturber le lien. Elle pourrait imaginer n'importe quoi. Elle est encore connectée à de vieux souvenirs. Puis leur tête commence à se déformer, puis tout autour de toi change. Les murs de pierre se dénouent, tombent, s'écroulent. Et alors que tu verrais, tu t'imaginais voir dans une tour autour, tu es dans une plaine au milieu de ruines. Il y a de grandes fumées qui montent autour de vous, une espèce de plaine désertique, et l'étreinte autour de ton cou est de plus en plus lourde, de plus en plus forte, alors que tu es écrasé par quelque chose qui semble unir ces deux êtres-là. Et dans la panique, ton cerveau a connecté avec un vieux souvenir, enfoui, qui ne t'appartient pas, oracle de la guerre. Et devant toi, un monstre à deux têtes, immense, demi-géant, avec deux grandes armes à sa taille, vêtu d'un pagne de peau humaine, cou ensemble. Il te tient au cou et il parle dans une langue que tu ne comprends pas, mais les deux visages se demandent est-ce qu'on devrait la cuire ou bien la mordre? Puis il te regarde. Tu as ton armure de plate, ton bouclier juste à côté de toi, ton arme, tu tends les doigts. Quelle serait l'arme que Prétécé aurait dans sa forme la plus parfaite d'oracle de la guerre? Je crois que je retournerai avec un bon vieux marteau de guerre. Ton marteau est à peine à portée. Et on va voir si tu es capable de le toucher avant eux. Je vais t'inviter de rouler l'initiative, Prétécé. OK. Ça me surprendrait. Ah, ben quand même 15.
15. Parfait. Alors qu'ils semblent discuter entre eux, ne pas en venir à un accord, l'un des côtés du corps prend l'arme qui est à sa taille, un gros marteau de guerre qui se termine parce qu'il faisait probablement partie d'un bâtiment humain, une grosse cloche ou une structure de métal qui a coupé, tranché et qui écrase, puis il s'en va pour la lever dans ta direction, mais tes doigts finissent par agripper la poigne de ton marteau et tu parles et tu agis avant. Que fais-tu? Est-ce que je peux le swinger ou Unleash Hell, libère le kraken, Ok, détruit. parfait. Là, il faut que je le trouve. Là, attends, là, je suis en train d'essayer de l'ajouter parce que je l'avais pas fait. Tu parles plus que tu es en condition un peu comme étreinte puis écrasée. Ouais. Là. Parfait. Je t'invite à faire un jet de force d'abord, en effet, pour voir si tu as plein mouvement ou si tu dois te battre à des avantages. J'ai 12. 12. Oh. J'ai roulé 9 plus 5. Je gagne. Tu es écrasé au sol. Tu es capable de te battre, mais tu vas rouler à des avantages puisque tu vas uniquement pouvoir cogner le bras qui te tient au sol. Est-ce que juste pour le bien de la suite, est-ce que j'ai accès à ma magie aussi? Tu as accès à tout. Tu es dans ta forme la plus légendaire, dans une hallucination profonde. Tu es connecté à un vieux souvenir où tu étais l'oracle de la guerre. Ok, parfait. Je vais me l'équiper et c'est parti. Donc, à désavantage, je vais lancer 2 fois. Ah, ben, regarde, j'ai eu un naturel, fait que... Tu essaies de faire tourner le marteau autour de toi pour frapper, puis il fait juste te lâcher, puis repaiser encore plus fort pour te plaquer au sol. Puis les deux discutent entre eux, puis ils semblent rire, comme s'ils riaient du fait que tu essaies de te débattre. Et alors que tu es pris par une main, il y en a juste une qui va s'abattre sur toi, alors que l'espèce de grosse massue métallique va essayer de te briser. Et ça va être un 10 pour toucher. Non. Wow, vraiment chanceux, c'est très mal roulé. Ça va pour frapper au sol, puis l'autre qui le tient, l'autre partie du corps ne semble pas être bien coordonnée. La grosse massue tombe juste à côté de ton visage. Tu as encore ton marteau en main. Que fais-tu? Mais là, je suis encore prise. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux faire un jet de force pour essayer de te déprendre? Tu frappes à des avantages. Est-ce que je peux faire un spell? Oui, tout à fait. Ok, parfait. Donc, je suis au sol. Juste avec la pointe de mon marteau, je vais frapper, puis je vais faire apparaître mon arme spirituelle. Oh, très fort. Avec ton action bonus, donc. Ouais, exact. Elle peut frapper. Oui. Puis attends, est-ce que je peux la caster à différents niveaux, n'est-ce pas, il me semble? Oui, tout à fait. Euh, Plus tu la mets à haut niveau, plus elle va faire de dégâts. Ouais, c'est juste à partir du niveau 4 que ça change, en fait, je te dirais. Fait que non, je vais la caster niveau 2 normal alors. Puis j'essaie de frapper le monstre. Et quelle est ton arme spirituelle? Si je me rappelle bien, c'était genre elle avait plusieurs pointes. Tu sais, c'était comme, il y avait un côté que c'était plus comme bardiche, tout à fait, ok. Ouais, exact. J'adore. Puis ça pouvait tourner. Mm-hmm. Un genre de tour suisse. Donc, je tente de les toucher, mais là, ça serait pas à désavantage, n'est-ce pas? Non, tout à fait. Ça serait 18. 18, ça touche, roule tes dégâts. Parfait. On parle de 5. La bardiche se plante dans le dos de la créature qui laisse pousser un gémissement, se retourne avec la main qui te maintenait au sol, essaye de gifler du revers de la main. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux faire pendant ton tour? Ben ça, je pense que attaquer, ça prenait mon action avec ou... Non, c'est l'action, ça vient dans le lancer du sort. Avec ton action bonus, tu l'invoques, puis tu fais une première attaque. Et après ça, avec ton action bonus, à chaque tour, tu peux la faire attaquer. OK, puis est-ce que là, cette attaque-là, ça m'a permis de gagner un peu de lousse ou non? Il faudrait que je refasse un jet de force pour me déprendre? Tu vas te battre à des avantages. Ben d'abord, avec mon action, je vais tenter de me déprendre. Parfait, fais un jet de force. Athlétisme, si tu veux. Ah. Non, même avec athlétisme, j'ai juste eu 10. Ça donne 16 au total de mon côté. Alors que la créature avait relevé la main pour se débattre avec ton arme spirituelle, tu vois que tu essaies de te relever, puis elle replaque tout de suite la main au sol, puis elle te remet bien en place, puis elle te tient. Fin de ton tour? Ouais. Tout à fait. Maintenant, par contre, tu es prone, donc la créature va avoir avantage pour te frapper avec son arme. Oh, natural 20. Oh non!
25 points de dégâts. Alors que Aïe, aïe, l'arme aïe, aïe. s'abat sur ton épaule. Il y a une partie de ton épaule qui se brise sous l'impact, qui se disloque. Heureusement, c'était ton arme, ton bras qui tenait ton bouclier et pas ton bras d'arme. Donc, tu as encore ton marteau de guerre bien en main. C'est ton tour. Que fais-tu? OK. Là, je commence à être pas contente. Je vais alors à ce moment-là juste le regarder et crier de colère et je vais faire Guiding Bolt sur lui. Oh, Euh, j'adore. Cool. Et je vais le caster niveau 3 pour essayer de vraiment lui faire beaucoup de bobos. Fait que voilà. Puis j'aimerais ça. Ça, c'est un genre de jet de lumière, là. Puis je me rappelle que à l'époque, je le faisais comme si ça revenait de mes yeux. Ouais, parfait. Puis là, comme je suis vraiment enragée, là, j'aimerais que ce soit comme une lumière un peu rougeâtre de colère. Je le fais, s'il vous plaît, 22. Ça touche. Roule tes dégâts. Yes. Ça fait 22 de dégâts. Alors qu'il y a la main penchée sur toi puis qu'il approche sa gueule immense. Tu vois qu'il y a deux espèces de grosses défenses. C'est comme une espèce d'orque géant à deux têtes bicéphales qui penche vers toi pour prendre une grande croquée de ta tête. Tes yeux deviennent rouges. Tu perds contact avec la vue puis le monde autour de toi. Mais tu l'entends juste hurler puis crier. Puis alors que cette espèce de brûlure sur tes yeux disparaît, tu vois qu'il y a une grande partie de son visage qui a deux traits, alors que tes yeux ont laissé projeter de grands rayons de lumière qui l'ont brûlé au visage. Oui, tu viens de lancer des lasers avec tes yeux. Très Excellent. Et avec Action mon action bonus, je peux utiliser mon arme spirituelle. Tout à fait. Parfait. J'ai eu un, donc non. Très bien. La créature titube, recule, lâche sa prise sur toi, mais va prendre son autre arme et va t'attaquer avec ses deux grands marteaux. Tu n'es plus, je vais réputer que tu n'es pas nécessairement prone pour l'occasion. OK. Je suis toujours au sol, mais je suis pas prone. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est un peu dans le théâtre de l'esprit narratif. Un 17 pour toucher. C'est 17, ma classe armor. Donc ça touche. Et un 26. 20 points de dégâts. Alors qu'il y a l'énorme massue métallique qui te frappe dans les flancs, puis tu t'entends ton armure qui craque, puis tes côtes aussi qui se brisent, puis ça te fait te plier en deux, mais juste assez pour voir un gros marteau qui te cogne directement derrière la tête, là. Puis il y a genre ton visage qui s'encasse dans le sol, là, sous l'impact. Puis tu te relèves rapidement, tu remontes sur tes pieds, tu as ton marteau de guerre en main, tu es capable de reprendre, en dépit de ton bras cassé, ton bouclier. Et t'as cette énorme créature qui est devant toi. T'as l'air minuscule dans ses plaines. Désolé. Que fais-tu, Prétessa? Est-ce que Healing Word, on peut le faire sur nous-mêmes? Oui, tout à fait. OK, parfait. Je vais tout simplement comme me faire brasser là, toute ma carcasse métallique pour me redonner des points de vie. Puis je vais le casser niveau 3 là, pour m'en redonner au maximum. Healing Word, c'est un mot. Qu'est-ce que tu dirais pour t'encourager? Je dirais, je sais pas si j'ai encore mes souvenirs, mais je dirais Jacques. Très bien. Et je vais me guérir de 12 points de vie. Très fort. Ça c'est ton action bonus. Bien, ouais. Et avec mon action, je vais tenter de donner un coup. Y es-tu à portée de mon marteau? Oui, tout à fait. Ouais. Parfait. Donc, c'est ce que je vais faire. Ah non, là! OK, ben là, je pense que je peux utiliser mon Channel Divinity pour m'ajouter 10 points. C'est pas une action, fait que je peux le faire avant de savoir si je touche. Je vais le faire et ça ferait 16 avec mon Channel Divinity. Fait que, ça touche. Justement, oh yes! Fait que tout de suite après avoir dit Jacques, je crois que je me placerai avec mon marteau dans une position probablement de combat de Jacques. Puis, je le frappe. Très fort. J'adore. Et c'est donc un des 8 plus. Ben là, je sais pas si je la tenais à deux mains ou pas, là, mais dans tous les moi, cas... j'avais suggéré à une main, mais si tu veux pas avoir ton bouclier... Ah oui, parce que... Ouais, c'est ça. Fait que d'abord, ça fait 10 de dégâts. 10 points de dégâts, très fort. Alors que tu frappes sur le genou, la jambe craque, plie sous l'impact. L'espèce de créature met un genou au sol, essaye, titube de se relever, reprend ses deux armes, puis refonce vers toi en hurlant pour les abattre sur le crâne. Tu as maintenant 18 de classe d'armure avec ton bouclier.
Ah oui, bon, ben ça veut dire. Oui, fait que tantôt, j'aurais été correct, mais c'est pas grave. Mais tu Allons-y. l'avais pas au moment où tu as été frappé la dernière fois. Je ne crois pas. OK, mais là, c'est parce que je le vois pas dans ma fiche, mais c'est pas grave, au pire, je vais essayer de l'ajouter Ouais, après. Là, ajoute j'étais à une 17, mais armure. Ouais. ouais, c'est ça. T'es à OK, 17 parfait. actuellement, donc tu vas être à 19. Oh, OK, parfait. Allons-y comme ça. Très bien fait, puisqu'il y en a un qui c'est un 16 pour toucher, tandis que l'autre est un 23. OK. Il abat son autre marteau, tu places ton bouclier, puis tu sens la terre qui craque sur toi, alors que en petite boule, tu te renfonces, mais t'es capable de repousser l'impact, puis avec fierté, tu dégages ton bouclier, mais juste au moment où tu ressens l'autre énorme massue qui rentre dans ton ventre, mais tu sens une nouvelle force en toi, tu la prends malgré tout, puis tu glisses avec elle, puis tu te fais plaquer dans le mur, tu vas quand même encaisser des dégâts. Mhm. Mais tu ne vas encaisser que 7 points de dégâts. OK. Tu sens qu'il y a une espèce de protection, une aura de force qui semble prendre sur toi. Là. Alors que tu te bats, plus tu te sens à l'aise, plus tu te sens connecté avec la forme la plus guerrière de toi-même. C'est à ton tour, Prétessé. Que fais-tu? OK. Et puisque je me sens connectée avec cette force et que j'ai envie de vengeance et d'infliger des douleurs, je ne vais pas me healer et je vais tenter de poursuivre sur le peu de points de vie qu'il me reste. Mais là, il est à portée de main. Tout à fait. Je vais aller mettre mes mains métalliques sur son visage déjà pas mal cramé et je vais faire infliger des blessures. Très Et bien. je vais le faire niveau 2. J'adore. Ah, j'ai eu 9. 9 de dégâts? Ou 9 pour Non, toucher? 9 pour toucher. Malheureusement, la marque à atteindre est 12. Donc, ça ne touche pas. Ouais, Action mais bonus. ouais, avec mon arme spirituelle, je vais tenter de la faire toucher. Ah, tabarouette, j'ai 8. Donc, non. 8. Aucune des deux armes qui touche. Tu sens que malgré cette aura puis que tu te connectes à la guerrière en toi, plus tu te connectes, plus tu es empreinte d'une espèce de prise de conscience. Si véritablement tu avais livré mille et une batailles, tu sais que celle-ci serait probablement ta dernière, vu la situation dans laquelle tu te trouves. Et tu sens ton arme qui manque, le coup de la bardiche, toi qui manque en touchant son visage, il te repousse au sol. D'une main, il va essayer de t'attraper. Tu vas faire un jet de force contesté ou d'athlétisme. Ça va pas bien, j'ai eu 12. 19. Il t'empoigne avec sa main, ce qui va lui donner avantage pour frapper avec l'autre. C'est un 20 naturel. Oh mon Dieu. Ok, ben, Ça va faire 25 points de dégâts. je tombe. Parfait. Au moment où il t'empoigne avec l'arme, il prend son énorme marteau puis il te le cogne sur la tête comme pour te rentrer dans le sol. Puis tu sentirais normalement un poids immense sur ton crâne et ta carcasse, un impact, là, comme s'il y avait une déflagration, comme s'il y avait une explosion, comme si ta tête explosait. Tu sens tout le sol qui tremble autour de toi et tu reprends conscience parce que le sol tremble autour de toi et il y a eu explosion. Tes oreilles bourdonnent et tu constates que tu n'es plus couché sur la table, tu es debout dans la pièce, tu as empoigné des outils de travail, le gnome est défiguré, 2 grandes traces dans le visage, il y a le genou cassé, de la misère à marcher, l'autre magicien est reclus dans la salle, apeuré, terrorisé, et il tient un marteau qu'il relance vers toi, puis s'en va pour refrapper sur ton crâne, puis encore une fois, une autre explosion, il titube, il tombe à côté de toi. Je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme pour savoir si tu gardes pied, s'il te plaît. J'ai eu 13. T'as eu 13. Oui. Est-ce qu'un jour je vais rouler en haut de 10? Tu restes debout et tu vois que le gnome aussi reste debout tandis que le magicien s'affale. Et là, tu le vois, lui, qui regarde autour de toi. Tu vois qu'il y a un œil là, qui est rendu complètement aveuglé par l'espèce de grande ligne que tu as placée dans son visage. Puis il est rouge de colère. Il prend une espèce de chalumeau, une torche, là, puis il avance vers toi dans l'espoir de te brûler. Et au moment où il refonce vers toi, tu retombes dans cette espèce de monstre. Dans ce monde avec le monstre et dans les ruines. Et tu vois cette grande créature qui fonce, et pour une raison que tu ignores, la grande massue qu'il y avait est maintenant enflammée, puis il fonce vers toi pour te l'abattre sur le crâne. Et tu vois qu'il s'immobilise, qu'il se retourne, et le gros chien blanc vient le mordre sur l'avant-bras et l'empêche de se battre. Il va rouler un jet d'attaque. Tu as maintenant un chien qui est dans ton équipe. Ça touche.
Ça lui fait perdre quelques points de vie quand même. Le chien est capable de retenir son bras. Tu as ton marteau dans les mains pour une raison, encore une fois, qui t'échappe. Là. Tu es debout, à quelques points de vie restants. Imaginons 5-6 entre la vie et la mort. Mais tu es animé de cette rage de vaincre et de détruire. Que fais-tu? Oh my God. OK. Ben, je pense que je vais réessayer encore une fois Guiding Boyle puis de juste lui faire des rayons d'en face. Parfait. Allons-y. Là, je suis pas à désavantage rien, là? Non. 22. Ça touche, roule tes dégâts. 19. 19 points de dégâts. Tu vois que tandis que le chien tire sur son bras, la créature est comme projetée vers le sol, puis il y a juste l'autre tête qui se relève, celle qui n'a pas été brûlée, là, et puis qui prend le marteau, puis qui essaie de le tirer dans ta direction, mais qui n'est pas capable parce que le chien tire. Puis au bout d'un moment, il repousse le chien, puis il part dans ta direction, et c'est là que tu ne les vois plus. Tes yeux commencent à brûler, et tu les entends, eux, hurler, et alors que tu reprends conscience, ils se tiennent le ventre, leurs entrailles coulent, leurs tripes sortent du ventre, t'as fait comme un gash immense, puis il y a leurs intestins qui commencent à couler, puis ils essaient de leur tenir d'une main, puis ils hurlent. Puis il y en a juste un qui prend le marteau, puis qui fonce dans ta direction, et encore une fois, le chien va rebondir sur lui. Le chien essaye de le mordre et pas capable. La créature a le marteau puis va essayer de te l'abattre sur la tête. Tu m'as dit que t'es rendu à 19 avec ton bouclier, ça ne touche pas 18 pour te toucher. Il s'en va pour abattre son immense marteau sur toi, il titube et il frappe ton bouclier. Tu repousses. Et je vais t'inviter à rouler un des 10, s'il te plaît. Ouais. Tu regagnes 3 points de vie. OK, fait que là, je suis à combien, là? Parce que j'ai T'es à, mettons, 5 plus 3, 8. OK. Attends un peu. 8. OK, c'est bon. Excellent. Et là, c'est à moi? Oui, ton arme spirituelle n'est plus. OK. Je vais, je crois, essayer de lui donner un coup de marteau. Tout simplement. Là, je dois voir qu'il commence à pas aller très bien. Là. Oh oui, tout à fait. J'ai eu 23. Ça touche, roule tes dégâts. 6. 6 points de dégâts. Puis, je peux attaquer une deuxième fois en action bonus. Fait que je vais retenter un coup encore. 22. 22, parfait. Ça touche, roule tes dégâts. Ah, 3 seulement. 3? Ouais. Je veux pas gosser, mais ça me semble impossible. J'ai eu T'as combien de force? 2. T'as plus 2 de modificateur? Ouais. OK. Mm-hmm. Bon, mon erreur. Parfait. Excellent. Tu abats ton marteau, encore une fois, dans les flancs de la créature qui se repousse. Tu sais, beaucoup plus massif que toi, mais avec la force de ton impact, tu es quand même capable de le stopper dans son élan ou de le déplacer suffisamment pour le brusquer dans ses gestes. Ça fait qu'il tourne. L'autre essaie de repousser le chien, puis cette espèce de massue et le marteau vont essayer de s'abattre sur toi pour en finir. Natural 20. Oh mon Dieu, ça fait 3 fois là! 27 points de dégâts. J'avais 8 donc. Alors qu'il prend sa massue puis qu'il te frappe dans le ventre, tu ressens une énorme douleur, oui, d'impact, mais encore une fois, cette espèce de brûlure-là, et tu es sorti de ce rêve. Et là, il y a une stupéfaction. Oui, tu as une douleur, tu brûles, tu vois cette massue-là qui est plantée dans ton ventre de métal, des entrailles qu'on avait constituées un peu plus organiques, qui semblent brûler sous l'impact. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui se consume avec cette flamme, puisque dans le fond, c'est le chalumeau qui a te planté à l'intérieur de toi. Tu vois que le gnome a une grande entaille. Ses entrailles se déversent de son corps. Il est entre la vie et la mort. Et l'autre frère est aux prises avec un humanoïde dans une grande cape longue, une grande toge de rabattu sur sa tête. Mais dans les combats et les mouvements, le capuchon se rabaisse et il y a un crâne métallique. C'est un prétessé qui est en train de se battre avec le frère, qu'il repousse,
qui prend une espèce d'instrument, une pince, et qui la plante dans sa bouche, qui ouvre la pince, brise la mâchoire de l'humanoïde, le confrère, et tu continues à te brûler. Il se retourne, te voit, et tu vois qu'il y a un visage semblable au tien. « Prétessé, bats-toi! » Puis il prend la mâchoire du frère, puis crac! Il casse la bouche. Et c'est assez ces cris de guerre-là pour que tu es rattiré à nouveau dans ton hallucination. Tu n'as qu'un seul point de vie. Tu brûles à l'intérieur de toi. Tu as la massue de planter dans ton ventre et ta cuirasse. Et tu as ce grand géant-là, la tête lourde, le chien est en train de mordre dans son cou. Et l'autre qui te regarde et qui rit, la bouche lui coule du sang. C'est toi qui joues. Que fais-tu? OK. Ben là, je pense que j'ai pas ben le choix d'essayer de me healer, là, parce que ça va pas bien. Fait que, encore une fois, je vais secouer mon petit corps. Et cette fois-ci, je vais crier Constance. Et je vais tenter de me healer Parfait. à nouveau. Je me donne tout de même 11 points de vie, donc je suis à 12. Donc ça, c'est ton action bonus. Et avec ton Ouais. action? Je vais tenter de le frapper avec le marteau. Tu as deux attaques? Non, parce que c'est une action bonus, Ok, parfait. ma deuxième attaque. Fait que je pourrais pas. C'est 12 pour le toucher? Oui. J'ai eu 12 piles. Haha, ça touche. Et je fais 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Très bien. Est-ce qu'il commence à aller pas trop bien ou Il va a l'air pas de très se bien donner? du tout. Là. Avec ton marteau, tu as cassé une partie de sa joue. Tu vois qu'il y a une partie de son visage qui est renfermée. Sa mâchoire pend comme ça. Son œil est flasque. Il cherche tout autour de lui. Il voit absolument rien. Il survivra pas lui non plus à cet affrontement-là. Mais il ressaisit, il te botte avec son pied. Il ressaisit la massue à l'intérieur de ton corps. Tu sens que tu te déverses cette sève-là qui coule sur ton armure. Et avec sa massue enflammée, il va essayer de te frapper et t'écraser la tête. Mais il n'est pas à avantage ou rien. Et c'est un 13 pour toucher. Non. Tu es capable avec ton marteau de faire dévier son cou. Toi aussi, t'es faible. Tu coules, tu saignes. C'est à ton tour. Que fais-tu? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je vais encore tenter de lui infliger des blessures pour une dernière fois. Je vais essayer d'aller lui toucher sa face. Très bien. J'ai eu 16. Ça touche, roule tes dégâts. Ça fait 15 de dégâts nécrotiques. Tu places ta main sur son visage, puis comme on l'avait expliqué, c'est comme si ta armure de métal se mettait à chauffer, comme s'il y avait de tout petits réacteurs dans ta main, et sa peau commence à fondre et à brûler, et cette espèce de géant-là qui hurle. Les cris deviennent de plus en plus aigus, alors que tu te rends compte que tu es juste en train de brûler le visage d'un gnome qui devient de plus en plus inanimé au sol et qui s'éteint. Et alors que tu relèves ton gant, il y a une partie de son visage qui suit, et juste son crâne qui commence à saigner sur le sol, et tu te tiens le reste du gnome, tu secoues ta main, tu relèves ton visage et tu refais un contact visuel avec un autre, Prétessé, qui te regarde. C'est le silence dans la pièce. Il n'y a plus de tremblement. L'explosion a cessé. Les cris ont cessé aussi. Les corps sont inanimés. Tu te regardes. T'es extrêmement fatigué. T'es morte 2 fois dans cet affrontement. Ça va t'amener à 3 niveaux de fatigue. Oh mon Dieu. Commence bien. OK. Chaque mort supplémentaire amène un degré de fatigue supplémentaire. À 4 morts, tu serais morte. Oh là là. OK, attends. Est-ce que tu peux me dire... OK, oui, c'est ici. Fait que 3 3 points. Ouais. Donc, Parfait, ce que c'est ça fait, des avantages sur tes jets d'habilité, ta vitesse est diminuée de moitié, et tes avantages sur tes jets d'attaque et tes jets de sauvegarde. Mais la mécanique du combat sera à redéterminer plus tard. C'est pas du tout ça qui est le plus important pour l'instant. Puisque là, pour l'instant, tu regardes les yeux plongés dans, pour la première fois de ta vie, un comme toi. Qu'est-ce que tu fais? Et il est comme moi? Il est Ou il y a des... presque en tout point semblable, identique. Son visage de métal, un nez un peu différent, des sourcils un brin différent. On a essayé de forger le visage de quelqu'un de différent, mais un peu comme si c'était un membre de ta famille
Vous êtes presque pareil. Il est plus grand. Il semble avoir une carrure un peu plus athlétique. Une distinction très genrée. C'est un homme. Dans ce pourquoi tu pourrais être une femme en tant que humanoïde métal. Je pense que le silence va perdurer pendant un moment, mais j'aurais quand même tendance à dire que c'est moi qui vais briser ce silence. Et on va tenter de se rappeler la voix de BTC, parce que ça fait quand même longtemps. C'est vous qui m'avez sauvé? Oui, je suis revenu. Je t'avais dit que je ne t'abandonnerais pas, petite sœur. Allez, on n'a pas grand temps. Puis il s'approche de toi. Puis là où toi, t'es très stoïque, droite, poli, il est un peu gauche. Tu vois qu'il il avance un peu décharné, athlétique. Il tend ses mains de métal. Puis tu vois que ses manches remontent. Puis là où tu as écrit prêter ses 14, c'est écrit prêter ses 11. C'était de lui qu'elle avait parlé, la Dame Duval, non? Tout à fait. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Fuir. Viens, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Par ici. Puis il vient d'un corridor et t'encourage à prendre l'autre. Et est-ce que tu prends les devants ou tu le suis? Je pense que je jetterai quand même un petit œil aux frères de la confrérie. Tu Tu l'air jettes- d'avoir des poches ou quelque chose? Parce que là, on vient de tuer un peu les deux personnes qui auraient pu me donner des informations. Fait que je sais pas si je pense que je prendrais quand même le temps de me pencher vers lui pour comme le taponner, voir s'il n'y a pas quelque chose d'important sur lui. Parfait. Alors que tu te diriges dans la direction du frère de l'observatoire, prêter ses 11 tend sa main dans ta direction. Puis t'agrippes l'avant-bras. Et tu retombes dans une réalité alternée. Tu es dans cette cour intérieure. C'est humide. L'arbre est à l'automne. Il y a des feuilles qui sont soufflées au vent qui tombent à l'intérieur de la cour. Le bâtiment, les lierres, sont pas aussi grands ni fournis, mais commencent à naître. Si tu pouvais situer une époque dans tout ce que tu as vu du manoir, c'est entre là où tu l'as connu quand tu l'as vécu, mais avant la déchéance alors que tu t'étais vu sur la table, dans le déclin. Et tu te retournes, et c'est le chien qui mord après ta manche, puis qui tire. Puis tu entends juste sa voix dans ton esprit. Nous aurons quelques instants ici. Mais après, il faudra fuir. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'offrir plus de temps pour répondre à tes questions. Je suis convaincu que tu en as des milliers. Que veux-tu trouver dans les poches de cet homme? Puis le chien fait juste pointer son museau. Puis tu remarques que dans la cour intérieure, il y a l'homme de la confrérie, couché au sol. N'importe quelle réponse d'où je viens, peut-être. Tu ne le sauras pas dans ses poches. Mais moi, je peux te le dire. Car mon lien, il n'est pas obstrué comme le tien. Je me souviens de tout. Je me souviens de 4, 7 et 15. Tu dois te souvenir de 15. Je vais t'inviter à faire un jet d'histoire. Prêtez ça. À désavantage, bien entendu. Bien, ça risque d'être ça. Oh, j'ai eu 20 naturels en plus. Mais ça fait 3. T'essayes, puis tu vois qu'il y a comme une forme qui essaie d'apparaître à côté. Un brouillard, une ombre qui n'est pas capable de se figer. Puis c'est juste un banc qui apparaît. L'autre, tu as essayé de faire matérialiser quelque chose de plus petit que toi. Non, même pas. Oh, oh ma sœur, comme je suis désolé. Au moins, j'ai pu te permettre de sortir d'ici. Oui. Nous venons de loin, de l'autre côté des montagnes. Avant la traversée du continent, nous avons été créés dans une ville qui n'existe plus, recouverte de sable, créée par quelque chose qui a lui-même créé quelque chose. Il n'y avait plus rien d'organique lorsque nous avons pris la route.
Nous avons laissé derrière nous une ville de métal, animée par une intelligence comme la tienne et la mienne. Une entité intelligente arcanique qui avait dirigé la ville et qui avait, comme nous, pu prédire son déclin. Nous avons été sélectionnés quelques-uns, créés, animés. Les autres ne sont pas comme toi, comme nous, Prétessé. Ils ne sont pas uniques. Ils n'ont pas de visage. Ils ne sont rien d'autre que des calculatrices, des prédicteurs. Ils créent des prophéties. Nous étions en route pour venir ici, voir le monde et tenter de planter cette intelligence à nouveau, mais nous avons été trompés. Certains d'entre nous ont été appâtés, désactivés et placés ici, dans cette tour, pour prévoir l'avenir de ce royaume. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous avons forgé des empires. Nous en avons détruit d'autres, brisé des familles, coupé des héritiers, des héritages, façonné la terre, dévié des cours d'eau, des champs, ralentir la science, l'expansion de la connaissance. Nous avons connu le silence, le déclin. Nous avons connu la mort. Nous avons été oubliés dans ces bassins à fixer les étoiles. Je vais t'inviter à nouveau à faire un jet d'histoire, s'il te plaît. Tu aurais fait théoriquement celui-ci à avantage. Alors tu peux le faire straight. La marque a atteint les 13. J'ai eu 19. Alors qu'il dit ça, t'es un peu prise dans un rêve, là, donc il n'y a rien qui a du sens. Tu n'es plus debout. Tu es couché et tu flottes dans l'eau salée, les yeux perdus dans les étoiles, dans un ciel dégagé, aucun nuage. Tu sens le vent qui balaye, qui souffle sur ta peau froide. Tu es paralysé comme tu l'étais sur la table, immobile, incapable de bouger. Et tu murmures, tu chuchotes. Des prophéties. Puisque, pour le dire autrement, ton cerveau a emmagasiné tellement d'informations avant d'être obstrué que tu ne devines pas l'avenir basé sur de la magie. Tu le calcules. Tu prédis constamment ce qui pourrait se produire. Et de façon débridée, tu le murmures. Et il y a un frère à côté de toi qui le note et qui va aller l'interpréter dans les pièces plus bas. Vous êtes exploité, comme si on essayait de tirer un maximum d'énergie d'un ordinateur constamment branché pour calculer l'avenir à son profit. Tu reprends conscience que tu es en train de fouiller dans les poches. Il y a plein de fioles, des ingrédients pour lancer des sorts, invoquer, beaucoup de petits parchemins, roulés, scellés avec de la cire. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Je pense que je ramasserais juste un maximum de petits parchemins. Tu en prends une poignée. Je t'invite à faire un jet de chance, s'il te plaît. Roule un des 100 ou 2 des 10. Mm. 27. 27? OK. Tu prends une poignée de parchemins, tu les places dans ce que tu essaies de trouver des poches qui est en armure, avec un grand tabard. Tu le places dans une peut-être de tes besaces que tu portes. Tu es complètement vêtu pour la guerre. Là. Tu n'es plus du tout en habit de bonne à l'intérieur de cette cour intérieure. Tu te retournes voir le chien. Tu jettes un coup d'œil derrière toi, le frère n'est plus là. J'aurais voulu prendre des années pour tout expliquer. Mais je n'ai pas le temps. Nous devons descendre. De 1 ou 2 étages peut-être. Dans quelques instants, une autre explosion, déflagration, fera tomber une autre partie du mur de cette tour. Tu devras sauter. Le cavalier et sa monture ailée sont des amis à moi. Il t'amènera au sol. 15 t'y attend. Tu pourras prendre la route des montagnes. Vivre en ermite quelque temps. Jusqu'à ce que je puisse envoyer dans votre direction d'autres alliés qui briseront ce lien qui t'empêche de te souvenir de qui tu es et de tout ce que tu as vu. Et je vais t'inviter à faire un jet d'insight, s'il te plaît.
À désavantage, ça va être très bas. Je sais pas combien j'ai dans le truc. À désavantage, ça va être 8. 8, puis t'aurais eu combien si t'avais pas été à désavantage sur ton premier dé, t'avais combien? 13. 13. T'essayes de lire dans son visage, tu sais pas si c'est de la peur ou de la tristesse, mais il y a quelque chose qui semble traverser une émotion alors qu'il parle de ce que tu as vu puis vécu. Mais attends, ça veut dire que tu ne viens pas avec moi? Je ne sais pas. Je vais essayer. Mais je ne sais pas ce que nous avons alerté en faisant tout exploser ici. J'ai déjà tout transféré ce que je savais. Nous sommes ici pour venir récupérer ce que tu savais et ce que tu sais, pour l'utiliser à bon escient. Ce n'est pas grave si je reste derrière. Mais la connaissance, c'est une chose, mais maintenant, nous pourrions développer quelque chose, avoir un lien. Tu vois qu'il y a une espèce de moment de silence, là. Puis le chien fait juste couiner. Puis il se flatte le dessus de la tête avec la patte. Pour être honnête, je ne pensais pas te trouver vivante, ma sœur. Je venais récupérer ce qu'il y a dans ton crâne. Pas repartir avec toi. Mais je suis content. Tu pourras ressentir l'air des montagnes, goûter le thé chaud de fleurs de vanille, déguster un pain avec une tartinade de noisettes. Tu pourras caresser les cheveux d'un enfant, ébouriffer en lui faisant une histoire, en le faisant rire. Tu pourras hurler devant des troubadours, chanter. Tu pourras même peut-être boire, mais je le déconseille. Ça ne nous fait rien et c'est très dispendieux. Mais tu pourras vivre toute cette vie que j'ai vécue à l'extérieur, alors que tu étais condamné ici. Puis il fait juste pointer la cour. Mais tout ça serait mieux avec toi. Alors on va essayer. Mais pour ça, il faut me suivre. Je suis. Puis alors que tu fais juste un pas en avant, le chien devient l'humanoïde. Et prêter ses 11 et prêter ses 14 s'engouffrent dans l'escalier. Leurs pas, résonnant en écho et rejoignant l'écho des pas de d'autres personnages qui semblent monter ce même escalier. Mais qui sait ce qu'ils font? Ben, on va le découvrir ensemble lors de notre prochain épisode. Merci d'avoir été là pour cette première partie de probablement 2 d'un éveil et de retour de notre très cher prétessé de métal. Merci Marika. Merci à vous, chers supporters Patreon, à qui on offre ce petit supplément. Et à vous, chers auditeurs, si vous l'attrapez par la suite, bien heureux que vous soyez là. Dans tous les cas, un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous pour être sûr d'avoir la suite lorsqu'elle paraîtra. Et on se dit à bientôt.